Monterey, Californie. Dans l'océan Pacifique, une loutre de mer. C'est un animal rare. Ce film est l'histoire d'une espèce qui, par 2 fois, a failli être exterminée. Le docteur Mattison procède à l'autopsie. Il pense qu'il y a probablement une fracture à la base du crâne, peut-être due à un choc. En 1968, au large des côtes de Californie et de l'Alaska, seules quelques loutres de mer survivaient encore ici et là. Il y en avait autrefois d'immenses colonies qui se déplaçaient librement depuis la basse Californie jusqu'aux côtes de la Sibérie en passant par les îles Aléoutiennes. Mais la fourrure douce et illustrée de la loutre de mer qui lui permet de survivre dans ces eaux froides a failli causer sa perte. Il y a 2 siècles, la fourrure de la loutre fut d'abord convoitée par les nobles japonais et les grands seigneurs. Puis les chasseurs de fourrure russes découvrirent les peuplements de loutres de l'Alaska. La grande Catherine, séduite par les fourrures nouvelles, commanda un manteau qui descendait jusqu'à terre. Et pendant un siècle, les Russes se lancèrent avec les Espagnols, les Anglais et les Américains dans cette nouvelle ruée vers l'or, la chasse à la fourrure, qui a failli exterminer l'espèce. D'un naturel confiant, les loutres furent trop aisément massacrées à coups de lance, de fusils et de gourdins. Ni les mères ni les petits ne furent épargnés. Finalement, l'espèce fut considérée comme éteinte au sud d'Amchitka. Mais il y a 30 ans, la loutre de mer a commencé à réapparaître en petit nombre. On sait peu de choses sur la loutre de mer, presque exterminée par la cupidité des hommes, dont le retour fut miraculeux et qui aujourd'hui est à nouveau menacé par les marées noires. L'équipe du commandant Cousteau va filmer la vie dans l'eau de ce timide mammifère marin pour chercher ce qui est indispensable à sa survie au moment où il a failli sombrer dans l'oubli. La Calypso pénètre dans les eaux glacées de l'Alaska à la recherche de la loutre de l'Arctique. Elle suit les routes maritimes des anciens marchands de fourrure qui ont impitoyablement chassé les loutres. Nous arrivons avec de bonnes intentions, mais ici, en pleine nature, l'homme s'est fait une mauvaise réputation. Nous surprenons un grand troupeau d'otaries. Elles ont plus de chance que les loutres de mer. Leur peau n'a pas une grande valeur commerciale. Leur nombre est encore tel que, malgré les nombreuses pollutions, l'espèce n'est pas en danger. Les loutres de mer sont dispersées sur toute l'étendue des îles Aléoutiennes. Leur habitat naturel, ce sont les forêts d'algues géantes, les kelps, constamment balayés par la houle. Mais les milliers de flotteurs qui soutiennent ces algues peuvent être pris pour des loutres et les rendent difficiles à repérer. Nous continuons notre recherche tant au-dessus qu'à l'intérieur de la forêt de kelp. C'est ici que la loutre de mer a fait sa réapparition parce qu'elle a été protégée par le traité sur les fourrures de 1911. C'est dans cette mer sauvage que la loutre, qui était autrefois un animal terrestre, plonge et chasse pour se nourrir. Nos plongeurs se familiarisent avec ce milieu inquiétant, glacial.
Le crabe royal de l'Alaska, formidablement cuirassé, peut atteindre 1 mètre d'envergure. C'est un régal pour la loutre de l'Arctique. Les crampons par lesquels les algues géantes s'accrochent au fond ressemblent aux racines des grands arbres, mais c'est un ancrage fragile car ils ne pénètrent pas dans le sol. Nous sommes dépaysés par la beauté insolite qu'offre la forêt sous-marine des loutres. Des boules flottantes remplies de gaz carbonique extraits de l'eau soutiennent ces séquoias de la mer. Les kelps sont parmi les plantes les plus longues du monde. Une ascension qui n'en finit pas. Dans la lumière douteuse de l'aube arctique, Bernard Chauvelin et Raymond Coll espèrent surprendre les loutres dans leur demi-sommeil. Ils se dirigent vers les rochers de l'île Sanak, balayés par le vent. Contrairement à la loutre de Californie, chassée du rivage par la civilisation, la loutre de l'Alaska se réfugie souvent à terre pour échapper aux terribles tempêtes et aux bourrasques qui atteignent 200 km à l'heure. Sur le côté protégé de l'île, il n'y a toujours pas de loutre en vue. Un très jeune phoque s'est échoué à marée basse. Avec des filets, Chauvelin et Coll vont essayer de remettre à l'eau ce petit égaré. N'aie pas peur, mon petit. Sa mère l'attend. Tu aimes bien ton hamac? Allez, va te baigner. Enfin, une loutre. Les loutres qui vivent en Californie laissent traîner l'arrière de leur corps. Mais les loutres de l'Arctique peuvent soulever leur croupe et s'appuyer alternativement sur leurs 4 membres. N'étant pas dérangées par l'homme, elles marchent mieux parce qu'elles marchent plus souvent. Bougez pas, j'arrive. Chauvelin et Coll doivent ramener 2 loutres sur la Calypso. Les loutres prises dans le filet seront transportées sur la Calypso, où les attendent dans un chaland empli d'eau de mer, de la nourriture et des kelps, pour ne pas trop les dépayser. Le commandant Cousteau observe ces 2 spécimens du seul mammifère marin de l'ordre des mustélidés qui soit encore vivant. Il est nécessaire de mieux connaître sa biologie, ses habitudes et les conditions qui exigent sa survie. Nous en avons besoin pour l'aider à retrouver sa place. Oui, surveille le filet. Et soigne bien, t'es protégé. Ça a l'air d'aller. Loutre, avec tes moustaches argentées et hérissées, tu me parais pleine de sagesse. Et il t'a fallu beaucoup de sagacité pour échapper à tes ennemis naturels pendant tant de milliers d'années, jusqu'à ce que l'homme triche et surgisse avec ses fusils. Des armes qui sont fatales à la sagesse. Les loutres font inlassablement leur toilette, exprimant l'eau de leur fourrure.
Il leur faut réintroduire constamment de l'air dans leur épaisse toison pour résister au froid et maintenir la température de leur corps au-dessus de 38 degrés centigrades. Mais si elles se glissent sous une couverture de kelp, c'est plutôt pour se rassurer que pour se réchauffer. Cette moule ? Les loutres se blottissent l'une contre l'autre lorsqu'elles sont inquiètes ou effrayées. À bord, nous ne pouvons leur fournir que l'essentiel. Mais l'essentiel, c'est loin d'être suffisant pour ces créatures libres. La nature est leur domaine. Nous les y ramènerons. Le commandant Cousteau fait reconduire les loutres à Cherny Reefs, où elles avaient été capturées. Les îles Aléoutiennes sont aussi le pays du cormoran à double crête. Comme la loutre, il plonge dans les eaux glacées de l'Alaska pour se nourrir. Regarde les cormorans. Regarde plutôt les algues. L'équipe de la Calypso va tendre un filet en travers d'une crique qui a été choisie dans le domaine habituel des loutres. Les deux animaux y seront placés et pourront être observés sous l'eau par les plongeurs dans des conditions plus proches de leur habitat naturel. Les loutres sont lâchées à l'intérieur de la petite baie délimitée par le filet. Les cinéastes de la Calypso filmeront les premières images qui montrent comment nagent sous l'eau les loutres de l'Alaska. Doucement avec le filet. Ne la blesse pas. C'est sur le dos que nage surtout la loutre. Ses larges pattes palmées et sa queue légèrement aplatie lui donnent une grande puissance et une grande agilité. La loutre est tentée par sa nourriture favorite, mais elle refuse de manger dans la main de l'homme. Elle cherche à se rassurer en rejoignant sa compagne. Si on reste à distance, les loutres se précipitent sur la nourriture. N'ayant pas de réserve de graisse comme les baleines et les phoques, les loutres ne peuvent rester longtemps sans manger. Pour conserver leur poids et leur température dans l'eau glacée, les loutres de l'Arctique doivent dévorer jusqu'à 10 kilos par jour, soit le quart de leur poids. Elles mangent uniquement en surface et se servent de leur poitrine comme d'une table. Elles font honneur à un crabe royal. Après le festin, les loutres viennent sur le rivage pour lustrer leur fourrure et se chauffer. Un macareux, ou perroquet de mer, s'égare dans l'enclos des loutres. Il pique dans la mer et plonge. Il se sert de ses ailes exactement comme dans l'air. Une caméra au ralenti fixe ce spectaculaire vol sous l'eau. Il m'a encore mordu. Pour éviter à l'oiseau d'être pris au piège, Louis Prezelin le lance au-dessus du filet et l'incite à aller chasser plus loin, dans un endroit moins dangereux.
Insatiable, l'une des loutres finit par accepter la nourriture de la main de Preslin. Et maintenant, luxe suprême, Un vrai petit lion. Raymond Cole caresse une fourrure vivante. Les loutres sont donc sensibles à la patience et à la gentillesse plus qu'on ne le supposait. C'est probablement la première fois qu'une loutre de mer sauvage est acceptée de manger à terre. Le soleil est pâle sur les îles aléoutiennes. Dans le silence de ce pays sauvage, le soir vient tôt et s'attarde longtemps. Tiens, on essaie le gardien. Elle est patoise, cette chanson, alors qu'il y a qui sont passants, mal des cœurs, dans un papier il faisait faim, d'un kidnappeur, d'un brigand, des croquants, des gens bien sur les pays, de voir emmêler, ce n'était rien. Qu'un peu de joie, mais il m'avait chanté le cœur, et dans mon âme il brûle. Sur ces rivages sans hommes, à des milliers de kilomètres de chez nous, nous éprouvons la sensation d'appartenir à cette terre, d'être en harmonie avec nos voisins du Grand Nord. Il me conduit à traverser au vert. Le commandant Cousteau quitte la Calypso pour l'enclos des loutres. L'étude des loutres de mer des îles aléoutiennes est À terminée. bientôt, commandant. Le filet va être abaissé et les loutres rendues à leur vaste domaine. Allez, au revoir. Les loutres, tranquillement, se dirigent vers le sud, vers la pleine mer. Elles ont supporté avec nous plusieurs jours de semi-captivité. Cependant, quelques minutes après leur délivrance, elles sont à l'aise dans la liberté. Cette liberté dont jouissent nos loutres, j'essaie en vain de l'imaginer, de ressentir ce que cela représente vraiment pour elles. Elles ne sont asservies ni à un foyer, ni à un conjoint, ni à des soucis d'avenir. La liberté, c'est l'aventure, et la vie n'a pas de frontières. Le port de Monterrey, centre actif de la pêche industrielle en Californie. Conserverie, chalutiers, bateaux de plongée, bateaux de plaisance. C'est au milieu de cette agitation et d'un important trafic maritime côtier que la loutre de Californie, alors considérée comme éteinte, a fait sa miraculeuse réapparition. L'Orquilla, affrété par Philippe Cousteau pour la mission Loutre de mer, arrive près d'une colonie de loutres au large de la station marine d'Hopkins, qui dépend de l'université de Stanford. Le docteur James Mattison va participer à nos recherches. En 1911, la loutre de Californie avait, croyait-on, disparu. Des années plus tard, des gardiens de phare et des rangers en virent quelques-unes de temps à autre, mais le secret fut bien gardé, en raison des dangers de braconnage. Puis, en 1938, un petit troupeau fut aperçu le long d'une nouvelle autoroute côtière et c'en était fini du secret de la loutre de mer. À bord du Zodiac, Philippe Cousteau offre amicalement de la nourriture aux animaux et s'en approche pour mieux les observer.
Les loutres s'enveloppent dans les kelps ou s'y accrochent pour ne pas être emportées par les courants quand elles sommeillent. Elles essaient de se déplacer sans se mouiller les pattes pour éviter toute déperdition de chaleur par leurs membres nus. Elles font continuellement leur toilette. La saleté et le mazout collent leur fourrure et compromettent leur protection thermique, ce qui peut provoquer leur mort. Quel que soit l'âge ou le sexe de la loutre, ses moustaches lui ont valu en anglais le surnom de « vieil homme de la mer ». Souvent, lorsqu'elles sont dérangées, les loutres se mordent entre elles et hument l'air avec méfiance. L'odeur de l'homme les rend inquiètes. Leur odeur favorite est celle de la nourriture. Nous espérons que la nourriture sera, comme en Alaska, le moyen de forcer leur sympathie. Mais les loutres ici ont encore moins de raisons de faire confiance à l'homme. Elles furent autrefois décimées par des ennemis à deux jambes et elles restent instinctivement sur la réserve. Pour l'instant, du moins, aucun rapprochement entre l'homme et l'animal ne semble possible. Sur la jetée de Monterrey, le commandant Cousteau arrive pour se joindre à l'équipe de la Calypso en Californie. Il est présenté à Judson Van de Veer de la station marine de Hopkins, qui a aidé Philippe dans ses recherches sur la loutre de Californie. Pendant toute l'expédition en Alaska, le commandant Cousteau et ses plongeurs n'ont jamais vu un aussi grand rassemblement de loutres de mer. À combien estimez-vous le nombre des loutres à cet endroit, demande Cousteau à Jude Van de Veer. 46. Vous les comptez? Oui. Je crois qu'il les compte à peu près 10 fois par jour, dit Philippe Cousteau. Le retour de la loutre de Californie a été spectaculaire. Mais le chiffon de papier qui a protégé sa fourrure au moment du traité de 1911 ne pourrait pas lui épargner les dangers qui abondent dans le monde où elle est revenue. Cousteau demande quels sont aujourd'hui les ennemis des loutres. Elles risquent d'être blessées par les hélices des nombreux bateaux de pêche et de plaisance. Il faut aussi songer à la menace d'une marée noire, de mazout. On a surpris certains pêcheurs à tuer des loutres, dit Cousteau. Van de Veer confirme qu'on tire sur les loutres, particulièrement dans la baie de Morrow. Pourtant, les loutres sont protégées par la loi. Mais cette protection n'est qu'une menace. Les peines encourues étaient de 1 000 $ d'amende ou 6 mois de prison. Parfois, amende et prison se cumulaient. Cousteau est stupéfait de voir que ce troupeau d'animaux sauvages peut vivre si près des autoroutes, des habitations et du tumulte de la civilisation. Les loutres sont impossibles à approcher en surface. Philippe Cousteau va maintenant essayer de les photographier sous leur voûte de kelp.
Réaction immédiate, les loutres fuient devant nous. Jusqu'ici, un plongeur, c'était pour elles un ennemi. Pour la première fois, elles ont affaire à des visiteurs sans armes. Elles sont encore effrayées, mais curieuses. Il nous a fallu un certain temps pour nous rendre compte que c'était la vue et le bruit de nos bulles qui les dispersaient hors de notre portée. Nous trouverons un moyen plus discret pour les approcher. Ces coquilles d'ormeaux, ce sont celles que les loutres ont jetées après les avoir arrachées à grand-peine pour venir les manger en surface. Les loutres peuvent s'obstiner à plonger en eau profonde jusqu'à 20 fois pour détacher un ormeau en tapant dessus. Pendant la remontée, la lampe de la caméra effraie une loutre trop curieuse. Ce clown timide ne sait pas encore qu'il vient de rencontrer un sérieux rival pour jouer à cache-cache dans les algues. Dans la baie de Stillwater, l'équipe Cousteau va de nouveau tenter de filmer les loutres sous l'eau. Cette fois-ci, les plongeurs utiliseront un équipement de plongée silencieux. Louis Preslin remplit de granulés de soude la cartouche épuratrice d'un appareil à oxygène à circuit fermé. Le produit absorbe l'acide carbonique au fur et à mesure que le plongeur recycle l'oxygène. Ainsi sont éliminées les nombreuses bulles qui effrayent les loutres. Il faut veiller à ce qu'aucune goutte d'eau ne pénètre dans la cartouche épuratrice, ce qui en diminuerait l'efficacité et pourrait provoquer des brûlures à la bouche. On peut encore approcher. Une jeune loutre semble avertir ses aînés du danger qui approche. L'appareil à oxygène à circuit fermé est un équipement dangereux. Il faut des connaissances sérieuses, de l'entraînement et de l'expérience pour pouvoir s'en servir en toute sécurité. De l'oxygène pur est débité dans un poumon artificiel. Le plongeur doit commencer par balayer complètement ses poumons pour en éliminer l'azote. Si les règles d'emploi ne sont pas rigoureusement observées, les plongeurs peuvent perdre conscience par manque d'oxygène, ou bien ils peuvent se noyer par suite des convulsions provoquées par l'oxygène sous pression à partir de 7 mètres de profondeur. Cet appareil à circuit fermé, silencieux, fut mis au point en vue d'opérations militaires. Il se révèle utile pour observer le comportement des animaux par petits fonds. Philippe Cousteau et Jacques Delcouter se glissent doucement dans l'eau, mais les loutres ont des systèmes d'alarme très sensibles. Bien qu'elles n'aient plus à craindre les bulles, elles redoutent encore les hommes. Dans le calme, la méfiance commence à laisser place à un intérêt croissant pour les offres amicales de Delcouter. Ce n'était d'abord qu'une expérience, et maintenant, une relation privilégiée s'établit avec un jeune mâle noir. Il est le premier à accepter de la nourriture, un oursin couvert de piquants déposé par Delcouter. Peu à peu, les hommes ont lié amitié avec celui qu'ils ont surnommé Passepartout. Après avoir quitté Monterrey, l'équipe de la Calypso a été navrée d'apprendre par Jude Van de Ver que Passepartout avait été tué à coups de fusil. Il avait appris à se fier aux hommes et il avait oublié qu'ils n'étaient pas tous dignes de confiance. Passepartout s'en va en emportant l'ormeau qui avait été déposé pour lui. Tandis qu'il ramasse sa nourriture, nous songeons à cette interdépendance qui unit les loutres, les oursins, les ormeaux et la forêt de kelp qui constitue leur habitat commun. La nourriture favorite de la loutre de mer est l'oursin. S'il n'était pas limité en nombre, il détruirait les kelps, tout dépend la vie de l'ormeau qui est herbivore. Et sans kelp, il n'y a pas de loutre ni d'ormeau. Avant que les loutres soient massacrées et que les ormeaux soient pêchés, il existait un équilibre biologique et une frange vivante de kelp, d'oursins, d'ormeaux et de loutres s'étendait le long de la côte jusqu'au Mexique. L'avidité accompagne toujours l'abondance.
La loutre de mer est l'un des rares animaux qui se servent d'outils. Pour briser l'oursin, cette loutre ramasse une pierre. Ou bien elle utilise un oursin pour en casser un autre. Ça s'est bien passé? Oui, elle avait grand faim. Les plongées avec l'appareil à oxygène à circuit fermé ont réussi. Maintenant, c'est l'heure joyeuse du repas. Le délicieux ormeau fournit sa propre assiette. Les convives, avec une grande dextérité manuelle, cassent bruyamment de gros coquillages sur des pierres posées comme une enclume sur leur poitrine. Les loutres de mer savent utiliser un caillou non seulement comme une enclume, mais aussi comme un marteau. Lorsqu'on l'observe du rivage, dans son paradis de kelp, l'existence de la loutre paraît idéale. Pourtant, la vie moderne brouille ce tableau. Les loutres sont protégées, mais elles sont exposées aux attaques des produits toxiques de la pollution. Jude Van de Veer est persuadé que cette situation compromet la réapparition des loutres, à moins qu'on ne prenne des mesures sévères pour endiguer la pollution des océans dans le monde entier. Ici, localement, on lutte pour contrôler les eaux d'égout et on essaye de s'opposer à l'utilisation de détergents ainsi qu'à celle des pesticides, comme les hydrocarbures chlorurés qui peuvent s'accumuler dans l'organisme des animaux marins, notamment des loutres. Cousteau explique qu'il est encore plus inquiet de l'intervention humaine que de la pollution. Par exemple, on va couper les kelps pour en extraire des produits chimiques. Et les pêcheurs d'ormeaux savent que les loutres s'en nourrissent. Les loutres sont donc pour eux des animaux nuisibles. Ainsi, par leur conviction simpliste, les hommes gâchent l'image du monde. Ils ne comprennent toujours pas que tout est lié, que les loutres protègent indirectement les ormeaux ainsi que les kelps. This is really what worries me. Nobody is really believing that life is complex. Van de Veer est bien d'accord, mais, dit-il amèrement, si l'homme ne peut s'emparer de la fourrure de la loutre, s'il ne peut pas la vendre, s'il ne peut pas en tirer beaucoup d'argent à son détriment, elle n'a plus qu'à disparaître. Heureusement, les loutres de mer font de leur mieux pour ne pas disparaître. Lorsqu'il fait sa cour, le mâle montre une grande tendresse envers la femelle. Celle-ci se reconnaît à son cou plus mince. Ils se blottissent l'un contre l'autre, se caressent, se mordillent. Les bras du mâle sont trop courts pour tenir la femelle serrée pendant l'accouplement. Il cherche à la saisir par le nez avec ses mâchoires. La scène d'amour devient parfois brutale. Une fois que le mâle surexcité a saisi au museau la femelle de plus en plus soumise, leurs gestes deviennent à nouveau pleins de tendresse. On pense que la morsure du nez par le mâle provoque l'ovulation. La femelle est allongée sur le dos, embrassée par le mâle. Une étreinte de 55 minutes. Les vagues légères leur servent de lit nuptial. La femelle fécondée recherche souvent la solitude. Son nez a beau être meurtri par le rituel amoureux, elle est satisfaite. Elle porte en elle la semence qui perpétue. Dans la vie paisible de la loutre, une scène rarement observée, deux loutres en train de se battre. Même entre mâles rivaux, pendant la saison des amours, le comportement agressif est très exceptionnel chez les loutres, qui sont des animaux plutôt doux.
Les combattants sortiront de la bataille sans effusion de sang. Ils sont beaucoup moins meurtris que cette femelle après l'accouplement. C'est vers elle que Philippe Cousteau se dirige maintenant. Philippe apporte des oursins à la loutre au nez douloureux pour voir comment elle se comporte après l'accouplement. Pendant cette distribution répétée de nourriture, des liens vont se nouer entre l'homme et l'animal. Avec amitié, Philippe lui tend d'abord un crabe, puis il la taquine. Il faut qu'une certaine familiarité s'établisse pour pouvoir poser un crabe sur le ventre d'une femelle fécondée qui souffre de son nez et qui mange un oursin couvert de piquants. Philippe abuse peut-être un peu de ses relations pour enregistrer le bruit que fait la loutre en mangeant. Pour se faire pardonner son intervention, Philippe lui offre un oursin. Mais l'amende honorable n'est pas suffisante. Ah non, tu vas pas me mordre. Pour calmer la loutre, encore un oursin. On va voir ce qu'on a fait. Remarque, T'as mordu? Non, pas, tu as vu? Ouais. Mais j'ai une petite chatte siamoise à la maison. Philippe est surpris, mais il ne devrait pas l'être. Une loutre sauvage ne se comporte pas comme une chatte domestique. Par ailleurs, les loutres qui attendent un petit peuvent être sujettes à de brusques changements d'humeur. La loutre maintenant se dirige en ondulant vers les hommes pour s'envelopper dans les kelpes près du zodiaque. Elle lisse sa fourrure, toute contente. Nous sommes oubliés. Une menaçante polémique a longtemps pesé sur le destin de la loutre de Californie. À Monterrey, le commandant Cousteau s'entretient avec William Bryan, membre du comité consultatif des Amis des loutres de mer, et Helen Miller, une adhérente de la société. Helen Miller souhaite que les loutres de mer se protègent elles-mêmes et se répandent sur toute la côte. Les autorités du gouvernement envisagent de leur attribuer un plus grand domaine et de les y contenir. Les loutres respecteraient-elles les règlements ? Demande Cousteau. En admettant même qu'elles survivent à leur déplacement, réplique Helen Miller. Pendant la récente transplantation d'Alaska, 50% des animaux ont été tués au cours de leur capture dans des filets. Et pour commencer, nous avons très peu d'animaux. Cousteau demande à Bill Bryan quels sont les dangers que les loutres ont à affronter aujourd'hui. Pour Bill Bryan, c'est avant tout ce conflit qui a surgi entre les intérêts commerciaux liés à la pêche aux ormeaux et la survie des loutres. Les pêcheurs d'ormeaux veulent qu'on enlève les loutres du sud de la côte où ils récoltent les ormeaux en plongée. Bill Bryan ne pense pas que ce soit une ressource importante pour la population mondiale, tout juste de quoi remplir les portefeuilles d'une poignée de plongeurs professionnels. I don't think this is a very important food item to take care of the world population. Only a handful of commercial divers. À Morro Bay, un pêcheur, Ernest Porter, montre la taille de l'ormeau commercial que les pêcheurs peuvent récolter légalement et explique son point de vue à Cousteau qui lui dit « Ernie, vous savez que nous nous intéressons à la loutre de mer. Certains d'entre vous pensent que la loutre compromet votre profession.
some of you think that the sea otter is interfering with your profession. How is it? Eh bien, c'est vrai, répond Ernie. La loutre de mer, en réapparaissant, descend le long de la côte et ainsi elle s'attaque à une zone maritime qui est exploitée par nous. But there are not that many yet. Mais elles ne sont pas encore tellement nombreuses, dit Cousteau. Le nombre total des loutres dans la région ne constitue pas le véritable problème, réplique Porter. C'est leur concentration qui fait le plus de mal à la pêche commerciale. Et d'ailleurs à toutes les pêcheries de la côte. How many abalones do you think a sea otter? Combien d'ormeaux pensez-vous que la loutre peut manger par jour demande Cousteau. Si la loutre ne prenait que des ormeaux de la taille de ceux que nous ramassons, environ 4 ou 5 par jour. Mais la loutre en mange beaucoup de petits au lieu de quelques gros. Pour elle, il n'y a pas de limitation de taille. Ernie, you know the friends of the sea otter. Vous savez, dit Cousteau, que les amis des loutres de mer vous considèrent comme un épouvantail, un danger public. Vous personnifiez pour eux tous les ennemis de la loutre de mer. C'est pas vrai. Je suis pas du tout l'ennemi de la loutre de mer. Ils peuvent faire de moi l'ennemi numéro 1, ce qui m'accable avant même que j'ai la possibilité de montrer l'autre aspect du problème. Je ne suis pas contre les loutres, je suis contre les soi-disant amis des loutres de mer. Ceux-là sont mes ennemis, mais la loutre ne l'est pas. Que proposez-vous de concret pour résoudre ce problème, demande Cousteau. Les loutres devraient pouvoir être déplacées hors des zones de concentration où elles sont nuisibles. On devrait les répartir le long des côtes. Helen Miller. Pour essayer d'en déplacer quelques-unes, on en tuerait la moitié. Je veux empêcher les législateurs de Californie et ceux qui vivent du commerce des ormeaux de manipuler ce peuplement fragile. Ernie, les amis des loutres sont assez puissants politiquement pour empêcher qui que ce soit de faire quoi que ce soit. Il faut faire la culture des ormeaux, c'est la seule solution à leur problème. La côte californienne, soit dit en passant, appartient à tout le monde. Certains plongeurs professionnels tuent les loutres, c'est vrai. Ils étaient tellement excédés, ils ont tant perdu d'ormeaux qu'ils en sont arrivés à les tuer à coups de fusil. Le docteur Mattison constate du sang sur les muqueuses du nez et sur celles de la bouche. Helen Miller accuse. Tuer les animaux, c'est une solution vraiment simpliste. Et Ernest Porter, avec une bonne organisation, la loutre peut se faire des amis tout au long de la côte, au lieu de se faire des ennemis partout où elle va. Le docteur Mattison conclut. Je pense que nous avons dans la loutre une amie et qu'elle joue un rôle important dans l'équilibre de la vie marine. Pendant que l'homme discutait de leur avenir, la vie continuait pour cette poignée d'animaux libres. Miraculeusement rescapés, ils ont proliféré jusqu'à ce qu'un nouveau péril surgisse. Les nappes de mazout. Ces mères dévouées portent leurs nourrissons sur leur poitrine pendant plus d'1 mois. Elles s'occupent d'eux constamment. Elles les tiennent au chaud, au sec et le ventre plein. Un petit un peu plus âgé et audacieux quitte sa mère pour chercher un repas supplémentaire. Il n'y gagne qu'une gifle. Les loutres n'ont qu'un petit tous les 2 ou 3 ans. La reconstitution du troupeau est donc très lente. Mais en raison des soins méticuleux de la mère, le taux de mortalité est faible. La loutre protège son bébé tendrement, elle le caresse, elle le berce pour l'endormir. Les petits, un peu plus âgés, ont un régime mixte. Ils continuent à dépendre entièrement de leur mère. La loutre n'aime pas quitter son petit, mais de temps en temps, elle doit le faire pour chercher de quoi le nourrir. Le bébé est trop léger pour plonger et flotte comme un bouchon. Il regarde sa mère dans les rouleaux et il pousse des cris de détresse. La mère le rassure et continue de chasser. Lorsque la mère réapparaît, son petit a été entraîné vers les rochers. Elle doit l'emporter à la nage hors du danger. Au cours des âges, leur sens incomparable du devoir maternel a contribué à assurer la difficile survie des loutres de mer.
Maintenant, leur descendance est menacée par un nouveau danger, les marées noires, de plus en plus fréquentes. Pour la seconde fois, la loutre de mer est à la merci d'une espèce tarvenue, les hommes, capables d'autant de cruauté et d'égoïsme que de générosité. Passe-partout. Au bout de 6 semaines, Passepartout vient régulièrement réclamer son repas à bord de l'Orquilla. Alors que l'heure du départ approche, après tous les efforts déployés par les hommes de la Calypso auprès des loutres si craintives, c'est la confiance ouverte et totale de Passepartout qui leur tient le plus à cœur. Viens le prendre. Passepartout fait ses adieux à Jacques Delcouter. Notre esprit est conditionné par la civilisation, ce qui rend difficile nos rapports avec les animaux supérieurs. Nous nous sentons souvent gênés lorsque nous sommes en présence de témoignages d'une confiance totale que nous ne méritons pas. Les hommes de la Calypso savent bien qu'on ne peut pas attribuer des sentiments humains aux animaux. Au contraire, l'influx vital va de l'animal à l'homme. Et une intimité particulière avec tous nos amis dans la mer enrichit notre connaissance de nous-mêmes. Corps et âme, nous sommes profondément enracinés dans la nature. Voici en liberté le castor de l'Amérique du Nord. C'est la grande valeur marchande de sa fourrure qui a stimulé l'exploration des lacs et des cours d'eau du Grand Nord canadien. Chassé sans mesure dès le début du XVIIe siècle, puis récemment protégé alors que ses ennemis naturels étaient presque éliminés, le castor est aujourd'hui transplanté dans d'autres régions lorsque ces barrages entrent en compétition avec des installations humaines. Cet exemple montre d'une façon poignante comment un équilibre naturel peut être compromis par l'homme malgré ses bonnes intentions. Au cours des âges, des glaciers ont creusé ici des lacs au cœur des rochers. Il y a peu de terre et le climat rigoureux est hostile à toute vie. Depuis la chute dorée des feuilles en automne et durant les rigueurs de l'hiver jusqu'au bourgeonnement du printemps, Cousteau et les hommes de la Calypso seront les témoins de la lutte des castors pour survivre. Ils observeront le castor dans son rôle d'architecte et d'ingénieur. Cet animal fait preuve d'une habileté remarquable en construisant des maisons pour se protéger. Il amasse de la nourriture pour l'hiver. Il édifie des barrages pour régulariser le cours des rivières. Il crée des bassins, ce qui améliore pour bien d'autres animaux l'habitat et les conditions de vie. Les entreprises des castors entrent parfois en conflit avec celles des hommes. Une équipe de spécialistes canadiens du ministère des Ressources naturelles capture un castor adulte. Les barrages des castors doivent être assez hauts pour maintenir le niveau de l'eau nécessaire à leur vie autour de leur maison. Mais ils peuvent ainsi provoquer l'inondation des quelques routes situées à la lisière de leur domaine naturel. Lorsque cet animal, guidé par son instinct, se préparait à affronter l'hiver du Grand Nord, il ne pouvait pas savoir qu'il allait devenir indésirable.
Conformément à un plan de conservation de la nature, ce castor sera transporté plus au nord pour être relâché loin des hommes. Il y a quelques années, cet animal aurait été abattu et dépouillé. Aujourd'hui, il sera réinstallé dans une région où il faut espérer que ses activités ne seront plus troublées. Mais dans un territoire inconnu de lui, le castor renifle l'air de l'automne. Il est inquiet. Il faudrait à ce pèlerin de la nature assez de temps pour construire sa propre maison ou pour trouver un logis abandonné avant que l'hiver ne frappe. Sinon, il mourra. L'équipe Cousteau va suivre les castors vers leur destinée incertaine dans le nord du Canada. Pour étudier le sort du castor dans une région sauvage de plus en plus restreinte, l'équipe d'exploration de la Calypso quitte le lac La Ronge en hydravion pour les lacs et les rivières du Nord Saskatchewan. Au sol, il n'y a pas de route. Seulement un labyrinthe de forêts et d'eau, un empire qui était jadis celui des castors. L'hydravion se pose sur le lac Foster. Les élans ont déjà perdu leur bois qui repousseront au début du printemps. Les hommes déchargent le matériel de construction pour établir ce qui sera le seul campement sur les rives sauvages du lac Foster. La cabane doit être solidement construite pour un séjour prolongé durant l'hiver du Grand Nord qui est proche. Pour le moment, tout le monde profite de l'été indien. Les plongeurs de la Calypso, devenus charpentiers, sont aidés par des Indiens de la tribu des Cris. Mais le premier à pénétrer dans la cabane dont on vient de poser le toit, c'est le setter irlandais des Indiens. Le commandant Cousteau arrive. Bonjour, ça va? Eh bien? Oh, ça va? Très bien, vous? Hey! Welcome. Merveilleux endroit, dit le docteur Keith Hay. Avez-vous aussi apporté tout ce sable? Oui, répond Philippe, il est venu par avion du sud de la France. Non, du Pacifique Sud, reprend Cousteau. Le docteur Hay, spécialiste du comportement des castors, sera le conseiller de l'équipe Cousteau. C'est profond ici, dit Hay. Très profond, répond Cousteau. Pour un peu, on disparaîtrait. Hay et Cousteau pataugent péniblement dans une fondrière créée par les castors. C'est comme du sable mouvant, dit Cousteau. C'est une sorte d'île, dit Hay. Une île qui bouge. Un bon exemple de leur territorialité. Voilà un de leurs monticules odorants, comme on les appelle. Le castor y entasse 2 poignées de ses roseaux et de ses herbes mouillées. Si vous sentez de très près, vous pouvez déceler une odeur très sucrée,
C'est bien ici, demande Cousteau, laissez-moi sentir. Je le remplace, hein. Les castors, mâles ou femelles, sécrètent quelques gouttes de castoréum par des glandes situées près du rectum pour marquer leur territoire et prévenir d'autres castors en migration de ne pas pénétrer dans leur domaine. Ah oui, c'est très net, dit Cousteau. Vous voyez ça? C'est un de leurs canaux, explique Hay. Les castors creusent au fond du bassin des canaux qui mènent à leur lieu de pâturage. On ne peut pas aller plus loin, dit Hay. Et où cela mène-t-il? Demande Cousteau. Ça mène à la terre ferme, vers les broussailles et plus loin jusqu'au saule. De cette façon, le castor est complètement protégé des prédateurs jusqu'à ce qu'il atteigne l'endroit où il se nourrit. Les rivages et les marais sont leur pâturage favori, là où se mêlent les bouleaux blancs et les peupliers. Philippe et une équipe de reconnaissance vont faire du portage. Ils transportent à terre leur canoë pour atteindre un lac de castors isolé. C'est à peu près ce que faisaient les trappeurs européens au XVIIe siècle. En quête de fourrure, dans cette région sauvage et dorée d'Amérique du Nord, les premiers trappeurs sont brusquement devenus les principaux prédateurs du castor. Ils étaient également à la recherche du musc, le castoreum, provenant des glandes du castor. Dans l'Antiquité, chez les Grecs, le musc était considéré comme un médicament universel qui guérissait aussi bien les maux de ventre que l'hystérie. Photographier le castor est une gageure, car c'est un travailleur de nuit. Il ne sort de sa maison qu'en fin d'après-midi lorsque la lumière décroît. Le sens le plus développé des castors est l'odorat, et ils sont méfiants. Aujourd'hui, en Amérique, les castors, exterminés en de vastes régions, sont systématiquement réintroduits, parfois par parachutage. Le castor est un végétarien. Il se nourrit du mince tissu végétal, le cambium, situé sous l'écorce de certains arbres. Le logis du castor est bâti en forme de cône avec des branches et de la boue. La pièce où il vit est au-dessus du niveau de l'eau, mais dans les pays froids, son entrée débouche parfois à 1,20 m sous la surface, pour éviter qu'elle soit obstruée quand le lac gèlera. Près de la maison, la réserve de nourriture pour l'hiver, le feed bed, est entassée depuis le fond du bassin jusqu'à la surface. Dans la colonie, les jeunes de l'année transportent les branches riches en éléments nutritifs jusqu'au feedbed. Philippe filme maintenant un des adultes qui apporte de la boue entre ses pattes de devant pour consolider sa maison. Le bassin va bientôt être gelé et les allées et venues jusqu'à la réserve de nourriture s'effectueront sous la glace. Pendant tout l'hiver, ils n'auront qu'à transporter les branches sous l'eau de la réserve jusqu'à l'habitation confortable où ils vivent au sec, au-dessus de la surface du bassin. Infatigables, les castors travaillent jusqu'à l'aube. La fin de l'automne est la saison la plus active. Les branches sont aussi remorquées jusqu'au barrage, qui doivent être surélevées pour retenir suffisamment d'eau libre et leur permettre d'aller aux provisions sous la glace. Lorsque les barrages des castors provoquent l'inondation des routes, de pénibles mesures s'imposent. L'homme et le castor sont l'un et l'autre en mesure de modifier leur environnement. Mais lorsqu'ils sont en conflit avec des ingénieurs des ponts et chaussées, les ingénieurs de la nature doivent céder la place. Certains des perturbateurs sont capturés et déplacés. Selon la réglementation en vigueur, les castors sont transportés à 200 km de la route. Les déplacer trop tard dans la saison, ce serait les envoyer à la mort. Celui-ci a donc 1 an, demande Philippe. Oui, en juin, répond le garde forestier. Pensez-vous qu'il y a toute une famille ici? C'est possible, mais ils ne sont peut-être que 2. Savez-vous si c'est un mâle ou une femelle? C'est difficile à dire.
Philippe demande qu'on lui confie 2 castors et il les obtient. L'hiver menace déjà et le couple désorienté n'aurait pas le temps de se construire un nouveau logement. Loin des routes et de la civilisation envahissante, l'équipe de la Calypso va fournir aux animaux déplacés un foyer pour l'hiver. Au lac Foster, les castors partagent notre foyer. Le plus petit, qui se révèle être une femelle, semble traumatisé par la capture. Nous l'appelons Cassie. Nous appelons le jeune mâle, encore méfiant, Foster, d'après le nom du lac. Nous avons entendu dire qu'on peut lier amitié avec les castors sauvages, en leur offrant des morceaux de pommes. Nous essayons. Nos nouveaux invités ne seront pas affamés cet hiver, mais pour survivre, ils doivent rester avec nous. Nous nous demandons, en leur donnant à manger et en les abritant, si nous pourrons établir un contact avec Foster et Cassie. Et si nous réussissons, resteront-ils de vrais castors? Ou finiront-ils, comme les animaux des parcs zoologiques, par dépendre entièrement de nous avec un comportement totalement perverti? Après avoir habité dans notre cabane pendant tout l'hiver, lorsque le printemps viendra, seront-ils capables de retourner à la liberté pour construire leur propre maison? C'est l'hiver au Saskatchewan. Les maisons des castors ainsi que la cabane de Cousteau sont recouvertes par la neige qui tombe et qui les isole un peu du froid. En sécurité dans une demeure faite pour des hommes, Foster et Cassie sommeillent pendant que Sumian prépare une trappe de sortie spéciale pour eux. Ouvrant sous le plancher de la cabane, elle mène à une enceinte extérieure en grillage. On espère que les castors utiliseront cette issue car l'enclos inférieur devrait les maintenir en contact avec leur milieu naturel. La porte de la cage est ouverte. Foster, le jeune mâle, est le premier à s'aventurer dans la maison. Foster fouine un peu partout dans notre cabane. Il se sert de sa queue comme appui pour s'asseoir, comme lorsqu'il coupe un arbre ou lorsqu'il scrute la forêt à l'affût des prédateurs. Foster découvre l'issue, mais il refuse de descendre dans le trou. Au lieu d'essayer de s'échapper dans la nature, Foster préfère retourner dans son territoire familier où Cassie languit toujours dans son coin. L'hiver est bien long. La monotonie est rompue par l'arrivée de Spunky, une petite chatte offerte par un trappeur indien. Mignon, mignon. Et que bestiole. Le monde nordique devient maintenant moins hospitalier pour ceux qui y vivent. Les tuyaux d'eau de la cabane ont gelé. Il faut percer un trou dans la glace de plus en plus épaisse du lac Foster. Durant tout l'hiver, il faudra maintenir dégagé le trou afin d'obtenir l'eau nécessaire pour la maison. Jacques Yves et Philippe Cousteau discutent d'un projet de reconnaissance aérienne qu'ils pourront faire lorsque le blizzard aura cessé. Avec beaucoup d'intérêt, Spunky observe les castors qui ont maintenant libre accès à la cabane. Foster considère la chatte comme une intruse dans son territoire récemment adopté.
de Upper Foster qui est là-haut. Elle coule. C'est Middle Foster. Bernard Delmotte a porté sur une carte les logis des castors situés sur le rivage du lac. Dans Lower Foster. Les avances de Spunky à Foster sont dédaignées. Spunky semble ignorer que les dents de Foster sont capables de couper des arbres. Après être restés à terre pendant des semaines, nous décollons dans un air vif et clair pour notre premier survol du Nord Saskatchewan, qui est couvert d'un épais manteau de neige. Cette beauté que nous survolons s'accorde mal avec les rudes conditions climatiques qui règnent ici, à la fois pour les hommes et pour les animaux. Un élan solitaire, luttant dans la neige profonde, cherche une nourriture de plus en plus rare. L'élan se nourrit de feuilles et d'écorces, et il est particulièrement amateur de plantes aquatiques. Il n'y aura guère de nourriture pour lui jusqu'au printemps. Nous allons essayer d'attirer les élans disséminés dans la région en leur larguant du foin. Cet élan et ses compagnons solitaires trouveront le foin, car il a la douce odeur de l'herbe de l'été. Mais il sera mangé la nuit, et nous ne réussirons pas à observer les élans, qui sont parmi les animaux les plus farouches. Dans la cabane, les deux castors nous tolèrent, mais ils évitent les avances de Spunky. Pendant que Foster fait sa toilette, il garde un œil sur Spunky. Pour Spunky, Cassie, qui est plus petite, est une compagne de jeu plus accessible. Cassie est contrainte de se cacher. Maintenant, Foster est à bout de patience. Reste ici, Spunky. Foster veut tout simplement qu'on le laisse tranquille. Foster, qui jusqu'à maintenant ignorait le trou de sortie, se décide à descendre la pente pour échapper aux taquineries du chat. Parvenu dans l'enclos extérieur, Foster revient temporairement au monde qui est le sien. Mais en hiver, les castors ne peuvent rester longtemps exposés au froid. La distribution de foin continue en snowmobile, toujours sans grand succès. La peur est aussi forte que la faim. L'hiver est une épreuve de longue durée pour tous les animaux de la communauté sauvage. Aux cascades, Bernard et Yvan tombent sur l'imprévu. Un castor apparaît. Puis un second castor, trébuchant et glissant sur la surface gelée du ruisseau. Il n'est pas normal que les castors s'aventurent sur la glace. Ceux-ci sont de grands adultes transplantés sans doute trop tard dans la saison pour construire leur maison. Véritable forteresse contre le froid,
ou pour en trouver une abandonnée. En plein hiver, un castor sans maison est complètement perdu. Peut-être qu'on les a transportés d'ailleurs. Ces animaux affamés ont peut-être erré pendant des kilomètres avant de trouver cette maigre nourriture. Nous pensons qu'il s'agit d'un couple, car une transplantation a plus de chances de réussir lorsque mâle et femelle sont déplacés ensemble. Nous allons essayer de les aider. Près des cascades, de l'autre côté du lac, face à la cabane des Cousteaux, les deux castors déplacés sont pour l'équipe un sujet de préoccupation. La nature n'est pas tendre avec les castors transplantés, incapables de trouver une maison et exposés aux rigueurs de l'hiver. Le castor frotte de l'huile provenant de ses glandes abdominales sur sa fourrure pour l'imperméabiliser. Quand il nage, si l'eau pénétrait jusqu'à sa peau, il pourrait mourir de froid. Parce que la terre est couverte de neige et de glace, il risque la famine. Nous offrons des tranches de pommes pour tenter de nourrir ces animaux sans toit. Le castor a très faim, mais il a aussi très peur. Nous continuerons à les nourrir aussi longtemps que nous pourrons les suivre. Dans la nature, l'hospitalité n'existe guère. Les territoires sont sacrés. Ces castors ne pourront pas trouver refuge dans un logement déjà occupé par d'autres colonies. Peut-être trouveront-ils une maison abandonnée qu'ils pourront s'octroyer. Nous sommes stupéfaits de voir les castors quitter la rive et nager sous la glace qui couvre le lac. François Charlet les filme lorsqu'ils réapparaissent dans le trou où nous puisons de l'eau. C'est un comportement des plus inhabituels. Ils ont nagé plus de 110 mètres sous la glace depuis les cascades jusqu'à ce trou. Nous regrettons de ne pouvoir les attraper et les prendre dans notre cabane. Cela provoquerait à coup sûr de tragiques conflits de territoire. Ces adultes, parvenus à leur taille normale, pourraient blesser sérieusement et probablement tuer Foster et Cassie qui sont plus petits. Nous devons chercher d'autres moyens pour les secourir. Pour aider les castors sans logis pendant l'hiver, les hommes parcourent le lac gelé afin de rassembler une provision de nourriture à leur intention. Ils se dirigent vers un bosquet de bouleaux, les arbres favoris des castors. Après la chute des feuilles en automne, les éléments nutritifs abondants se trouvent sous l'écorce. Maintenant que nous avons rassemblé une bonne réserve de branches de bouleau, un vrai feedbed, nous construisons une maison pour les animaux déplacés. On va couper le bout là, non? Afin de les inciter à utiliser ce logement préfabriqué, nous plaçons des tranches de pommes à l'intérieur de la maison ainsi qu'une litière sèche.
Les castors sont-ils des animaux automatiques, entièrement programmés à la naissance, ou bien sont-ils capables de s'adapter pour profiter d'une occasion imprévue comme celle que nous leur offrons? Adopteront-ils notre maison artificielle? Pendant ce temps, dans la cabane, c'est l'heure du dîner. Et voilà pour toi. Les pommes ne font pas partie du menu habituel des castors, mais pour Foster et Cassie, qui commencent à sortir de sa méfiance depuis que Spunky s'est un peu calmé, les tranches de pommes deviennent un régal. Malheureusement pour Bernard, ce n'est pas le cas du café. Foster est devenu si amateur qu'une tranche ne lui suffit pas, il lui en faut une tout entière. C'est ainsi que les caisses de pommes disparaissent l'une après l'autre. Cette nuit, nous plongeons pour voir si les deux castors perdus utilisent la maison de remplacement que nous leur avons construite. À l'entrée de la maison, sous la surface, les plongeurs sont surpris de trouver non pas les deux adultes de la cascade, mais un seul jeune de l'année. Il a dû quitter sa colonie comme certains jeunes le font parfois. La façon dont le castor pagaie avec ses pieds palmés nous rappelle l'allure d'un canard. Il utilise également ses pattes de devant et fait des pointes de vitesse grâce à de forts battements verticaux de sa queue plate. Maintenant, il est temps pour le jeune squatter de sortir de l'eau pour gagner son logis au sec. Le refus des deux grands adultes d'utiliser la maison que nous avons construite pour eux nous attriste d'autant plus que leurs conditions physiques empirent. Charlie continue de les filmer pendant qu'ils ne songent qu'à nager, aller et retour sous la glace, du trou aux cascades à travers le lac. L'automne dernier, leur corps et leur queue étaient épaissis par une réserve de graisse pour l'hiver. Maintenant, leurs queues sont minces et vides. Amaigris, ils se traînent péniblement vers un avenir incertain. Les poils rudes de leur fourrure sont collés par la glace, car ces castors n'ont plus la force de faire leur toilette. Une pomme est rapidement acceptée. La faim est devenue plus forte que la peur. Fini la méfiance dont ils faisaient preuve auparavant. Une fois de plus, les castors s'en vont. Si seulement leur instinct les conduisait vers d'autres lacs,
où ils pourraient encore trouver une vraie maison de castors abandonnée. Nous ne les reverrons plus. Dans le nord Saskatchewan, la température extérieure est maintenant de moins 45 degrés. Les deux castors égarés n'ont pas été vus depuis plusieurs jours, ni près de la cabane, ni près des cascades. Les hommes vont plonger dans un trou qu'ils ont percé dans la glace, près d'une maison de castors située non loin de là, au bord du lac, pour voir si par hasard les animaux n'ont pas élu domicile à cet endroit. Les plongeurs arrivent près de la réserve de nourriture. Il est évident qu'une branche a été en partie mangée récemment. La maison est tout près. Les tunnels conduisant au nid creusé au-dessus du niveau de la glace sont parsemés de débris. Des castors sont passés ici récemment, mais la maison n'est pas habitée. Théoriquement, des castors surpris par le gel peuvent, avec leurs dents coupantes, ronger la glace et la percer. Mais dans la pratique, un plafond de plus d'1 mètre de glace dépasse probablement leur force. L'équipe se raccroche à l'espoir bien faible que l'instinct de nos castors les a enfin guidés vers un logement sûr. Maintenant, après 8 mois d'hiver, c'est le printemps dans le Grand Nord. Les castors sortent de leur retraite et plongent pour se régaler des premières pousses succulentes de plantes aquatiques. Les canards reviennent du sud pour se reproduire. Un hibou des neiges, qui a passé tout l'hiver ici, a déjà une nichée aux grands yeux. La saison du renouveau biologique dans la nature communique aux hommes de la Calypso un nouvel élan. L'aigle chauve d'Amérique, espèce menacée d'extinction, apparaît et domine le ciel. Pour l'explosion du printemps, les Indiens ont un mot, yo, qui signifie émerveillement, mêlé de crainte. Le commandant Cousteau et l'écologiste Keith Hay traversent le lac Foster pour retourner à la rivière et au bassin de castors qu'ils ont étudié précédemment. You see, Keith, now we are getting to the dam. Il y a une petite brèche dans le barrage des Cousteau. Nous pensions qu'il l'aurait réparé. Au printemps, répond le docteur Hay, les castors ne réparent pas leur barrage puisqu'il y a toujours beaucoup d'eau provenant de la fonte des neiges. Le bassin est plein malgré les brèches. Ils ont tout l'été pour le réparer. Vous voyez ce désastre là-bas, dit Cousteau, on dirait qu'il y a eu un bombardement. Tout ça, dit Hay, a fait partie de la réserve pour l'hiver, près de leur maison. Ils l'ont mangé entièrement.
Ce sont les débris qui ont été entraînés par le courant et retenus par les rochers. Guy Joas descend un microphone à travers le trou d'aération de la maison des castors pour écouter ce qui se passe dans la pièce où ils vivent. On entend les bruits d'une famille, y compris le gazouillement des nouveau-nés pendant qu'ils têtent. Les bruits joyeux d'un logis où règne le bonheur de vivre. L'équipe Cousteau retraverse le lac pour atteindre un endroit où des castors pleins d'ardeur ont été étudiés avant que le lac ne gèle. Mais Bernard raconte qu'à sa surprise, il n'a pas vu d'activité printanière aux abords de cette maison construite sur la rive rocheuse du lac. On écoute ce qui se passe dans la maison. Il n'y a aucun bruit. La maison est manifestement abandonnée, dit Cousteau. Si elle a été abandonnée au milieu de l'hiver, il y a peu de chances pour que les castors aient survécu, répond le docteur Hay. Finalement, nous décidons d'ouvrir la maison. Bernard et Yvan creusent avec précaution pour atteindre le nid. Pourquoi cette pièce a-t-elle été abandonnée pendant l'hiver? Est-ce que les locataires ont été attaqués par des prédateurs? L'émotion que nous éprouvons est plus intense que celle des archéologues sur le point d'ouvrir la tombe d'un pharaon. Un nid de branchages rongés. Et voici la raison de ce silence impressionnant. Ils sont tous morts. Dead. One of the ironies of nature is misjudgment. Les animaux peuvent commettre des erreurs de jugement, dit Hay. This is a beautiful example of misjudgment. Les castors savent abattre les arbres, mais parfois les arbres tombent sur eux et les tuent. Ces castors ont mal estimé la profondeur à laquelle l'eau gèlerait cet hiver. Et parce que le fond était rocheux, il leur a été impossible de passer pour atteindre leur réserve de nourriture. Le résultat, c'est qu'ils n'ont pas pu atteindre cette réserve. Car ils n'hibernent pas, ils doivent manger tout l'hiver. Aussi sont-ils morts de froid ou de faim. Ils sont très maigres. En voici un jeune, dit Cousteau. Il est né dans l'année, et l'autre, c'est évident, est un adulte. Ah, voici un bébé. Non, celui-là aussi est un jeune d'1 an. Ce sont des bébés de l'an dernier. Et voilà un tas de petits morceaux de bois comme des copeaux. On dirait que c'est leur dernier repas. C'est incroyable. Un morceau de bois qu'ils ont rongé. Ils mouraient vraiment de faim, dit Cousteau. Ils ont tout mangé, dit le docteur, et même l'intérieur de leur maison. Il est évident que cette mère et ses petits sont morts de faim. Et en la regardant et en la soupesant, nous voyons bien qu'elle est très maigre. Une femelle adulte comme celle-ci devrait peser entre 25 et 30 kilos, mais elle ne pèse pas plus de 15, peut-être 17 kilos. Pauvre bête. Elle est morte de faim avec ses petits. Une mort terrible. Elle est probablement restée avec ses petits bébés jusqu'à la fin. Elle n'avait pas d'autre choix. Elle était emprisonnée dans la glace et la neige.
Elle ne s'est pas rendue compte que la glace prendrait jusqu'au fond et c'est pour ça que toute la famille a disparu. Le mâle, dit Cousteau, a probablement essayé de sortir par le trou que nous avons vu, sinon il serait ici. Il n'y a pas eu de piège de poser dans cette région, demande le docteur. Et non, pas ici, répond Philippe. Il devrait y avoir un mâle dans cette colonie, dit Et. Mais où est-il allé? Les castors ont construit leur maison dans une eau peu profonde sur des rochers. L'ouverture qui menait à la réserve de nourriture a donc été bouchée quand le lac a gelé. Une simple erreur de construction a fait de leur maison une tombe. Quant à Foster et Cassie, ils ont été à l'abri pendant l'hiver. Maintenant, il est temps pour les jeunes castors de retourner à la vie sauvage. Après leur longue réclusion, ils se refuseront peut-être à quitter la sécurité et le confort de la cabane. C'est la petite Cassie, la timide femelle, qui prend la tête. Il y a des millénaires, ses ancêtres étaient des animaux terrestres géants, de plus de 2 mètres de long, pesant 400 kilos. Au Pléistocène, les castors étaient de la taille d'un petit ours. Aujourd'hui, les castors sont maladroits sur Terre. Cassie se hâte de retourner à son environnement naturel. Pendant que Foster la suit, je pense que tous nos patients efforts pour établir un lien avec nos protégés ont été complètement inefficaces. Nous leur avons offert notre affection, et bien qu'ils aient accepté notre abri et pris notre nourriture, ils sont restés sur la défensive. Maintenant, ils sont gras, mais toujours indépendants, et ils fuient vers la liberté. Cousteau suit les castors et il en voit un qui remonte pour respirer. Le second se précipite sous le Zodiac puis s'éloigne, au-dessus du fond rocheux vers l'extrémité marécageuse du lac. Espérons que Foster et Cassie ne se tromperont pas en choisissant un site pour leur maison. Au début de l'hiver prochain, lorsqu'ils auront 3 ans, ils commenceront à se reproduire. Les couples de castors sont très unis et on peut espérer que leurs relations se poursuivront pendant toute la durée de leur vie, 20 ans. En observant Foster et Cassie, nous nous demandons où finit l'instinct et où commence l'intelligence. Ces extraordinaires architectes, constructeurs de barrages, de maisons et de canaux, sont-ils de simples automates ou bien ont-ils une sorte d'intelligence radicalement différente de la nôtre? Les castors représentent certainement l'un des mystères les plus déconcertants de la nature. Dans le monde sauvage du Nord-Canada, Cousteau a étudié les conditions de vie du castor menacé à la fois par les rigueurs de l'hiver et par l'homme, qui revendique son environnement. Quel sera d'après vous l'avenir de cette maison, demande Cousteau au docteur Hay. Vont-ils rester ici plusieurs années ou pensez-vous qu'ils ont épuisé la réserve de nourriture? Eh bien, Jacques, répond Hay, ici, dans la région des lacs du Saskatchewan, je pense que les castors vivent selon une loi économique naturelle assez semblable à la nôtre, la loi de l'offre et de la demande. Si le coût de la vie monte trop haut, c'est-à-dire si cela demande trop d'efforts et si la nourriture est trop difficile à obtenir, alors ils n'ont plus qu'à s'en aller.
L'expansion humaine, la chasse, les pièges ont déjà sérieusement réduit et mis en danger le pays des castors. Néanmoins, des efforts bien intentionnés pour protéger les castors ont une fois de plus démontré que notre intervention dans la nature a toujours des effets imprévisibles et souvent de tristes conséquences. Ce n'est que si nous en apprenons bien davantage sur les mécanismes complexes de la vie que nous serons peut-être capables de préserver efficacement ce qui reste du patrimoine jadis sans bornes de la nature.